Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Merci de me rejoindre dans cette nouvelle vidéo de biologie végétale qui va prendre en charge la mission d'expliquer la troisième partie de l'examen de l'année dernière. Alors comme vous savez, c'est que ce contrôle il est sous forme de QCM. Et on commence, alors voilà que tu l'as. Et on attaque cette partie de l'examen. Alors, première question, la tige chez les angiospermes, proposition A, est un thalle qui peut être aérienne, souterraine ou émergée. Proposition B, porte les feuilles au niveau des nœuds. Proposition C, présente toujours des bourgeons axillaires. Proposition D, est généralement ligneuse chez les dicotylédons. Proposition E se termine par un bourgeon terminal responsable de la ramification. Et donc, comme vous voyez, cette question concerne l'organe végétatif, la tige du sous-embranchement des angiospermes. Alors, première proposition, la tige chez les angiospermes est un thalle qui peut être aérienne, souterraine ou émergée. Qu'est-ce que vous pensez? Alors, c'est faux, puisque le thalle présente chez les thallophytes et non pas chez les cormophytes. Les angiospermes appartiennent au groupe des cormophytes qui ont l'appareil végétatif sous forme de cormus, qui désigne la tige avec les feuilles. Bien évidemment que la tige des angiospermes peut être aérienne, souterraine ou émergée. J'ai déjà expliqué tout ça. Donc, mais ce n'est pas une thalle. Vous cochez sur thalle. Vous soulignez, sur thalle. Donc, première proposition est fausse. Ensuite, deuxième proposition. La tige des angiospermes porte les feuilles au niveau des nœuds. Qu'est-ce que vous pensez? Alors, automatiquement, c'est vrai. Comme vous voyez dans cette figure, les feuilles sont portées au niveau de la tige, grâce aux bourgeons axillaires, bien évidemment au niveau des nœuds. Donc, vous cochez la proposition B. Ensuite, proposition C. La tige chez les angiospermes présente toujours des bourgeons axillaires. Qu'est-ce que vous pensez? Alors, c'est correct, puisque comme j'ai dit tout à l'heure que les feuilles émergent depuis les bourgeons axillaires au niveau des nœuds. Donc, vous cochez aussi cette troisième proposition. Proposition C est correcte. Ensuite, proposition D. La tige chez les angiospermes est généralement ligneuse chez les dicotylédons. Tout d'abord, qu'est-ce que ça veut dire une tige ligneuse? Alors, une tige ligneuse est une tige qui fabrique une grande quantité de lignine. C'est principalement le bois. Et donc, qu'est-ce que vous pensez à propos de cette proposition? Alors, c'est correct, puisque comme j'ai dit dans la vidéo de comment différencier entre les monocotylédones et les dicotylédones du point de vue morphologique, j'ai mentionné la notion du bois. Et j'ai dit que les dicotylédones fabriquent du bois, par contre, les monocotylédones ne le font pas. Et donc, vous cochez aussi cette quatrième proposition. Proposition D est correcte. Ensuite, proposition E. La tige chez les angiospermes se termine par un bourgeon terminal responsable de la ramification. Qu'est-ce que vous pensez? Alors c'est faux, puisque la tige chez les angiospermes se termine vraiment par un bourgeon terminal appelé aussi le bourgeon apical, mais le bourgeon terminal n'est pas responsable sur la ramification de la plante. Ce sont les bourgeons axillaires qui sont responsables sur la ramification. Et donc, cette proposition E est fausse. Donc, il y en a trois propositions juste pour cette première question. Proposition B, C et D. Ensuite, on passe à la question numéro 2. Les poils racinaires. Proposition A, protègent la racine.
B. Facilite l'absorption des minéraux au niveau de la coiffe. C. Augmente la surface d'échange racinaire. D. Sont issus du péricycle. E. Sont situés au niveau de la zone subereuse. Alors, cette deuxième question concerne cette fois-ci l'organe végétatif, la racine, plus précisément les poils de la racine. Et voici donc cette figure qui montre clairement la structure et les différentes parties de la racine. Alors, première proposition, les poils racinaires protègent la racine. Alors, c'est automatiquement faux. Le rôle des poils racinaires, ou appelé encore les poils absorbantes, c'est l'absorption d'eau et des sels minéraux essentiels à la croissance de la plante. Donc, proposition A est fausse. Les poils racinaires n'ont aucun rôle de protection de la racine. Proposition B. Les poils racinaires facilitent l'absorption des minéraux au niveau de la coiffe. Alors c'est automatiquement faux, puisqu'on vous voyez dans la figure, les poils racinaires facilitent l'absorption des minéraux au niveau de la zone pilifère et non pas au niveau de la coiffe. La coiffe a un autre rôle, c'est la protection du méristème, aussi la libération d'un liquide d'un liquide lubrifiant qui va faciliter la pénétration de la racine dans le sol, mais ce n'est pas la zone où elles s'émergent les poils racinaires. Les poils racinaires s'émergent au niveau de la zone pilifère et non pas au niveau de la coiffe. Donc cette proposition est fausse. Ensuite, troisième proposition. Les poils racinaires augmentent la surface d'échange racinaire. Alors cette proposition est vraie, puisque les poils absorbantes sont les principaux sites d'absorption d'eau et des sels minéraux, notamment en raison de leur grande surface d'échange avec le sol et grâce à leurs parois fines et hydrophiles qui facilitent l'entrée et l'échange entre la plante et le sol. Ce qui facilite la pénétration d'eau et des sels minéraux au niveau de la plante. Donc, cette proposition C est vraie. Vous cochez cette proposition C. Ensuite, proposition D. Les poils racinaires sont issus du péricycle. Alors, c'est faux, puisque les poils racinaires sont issus du rhizoderme, ou appelé aussi la cise pélifère. Ils n'ont pas le péricycle, comme vous voyez dans l'image. Donc, cette proposition est fausse. Ensuite, proposition E, les poils racinaires sont situés au niveau de la zone subureuse. Alors c'est complètement faux, puisque les poils racinaires sont situés au niveau de la zone pélifère et non pas dans la zone subureuse. La zone subureuse est responsable à l'émerction des racines secondaires, comme vous voyez dans cette figure. Donc, on a une seule proposition juste pour cette deuxième question, qui est la proposition C. Ensuite, la question numéro 3. Les racines pneumatophores A sont adaptées à la vie terrestre, B possèdent un géotropisme négatif, C sont appelées aussi contreforts, D sont des racines secondaires, E sont des racines fasciculées. Alors, comme vous voyez, cette question concerne les racines pneumatophores. J'ai déjà expliqué tous les types de racines dans la vidéo qui concerne la structure des racines chez les spermaphites. Vous pouvez trouver le lien de la vidéo dans les commentaires. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'une racine pneumatophore? Comme un petit rappel. Alors les racines pneumatophores sont des racines douées d'une fonction de respiration. Comme son nom l'indique, pneumatophore, pneu, c'est-à-dire poumon, c'est-à-dire échange gazeux. Donc, ces racines pneumatophores ont la possibilité ou bien ont la capacité d'échanger les gaz avec la plante avec le milieu extérieur. Il faut noter aussi que ces types de racines, c'est-à-dire les racines pneumatophores, caractérisent généralement les plantes aquatiques, c'est-à-dire les plantes qui vivent dans l'eau ou bien dans les milieux aqueux en général.
Une notion très importante, c'est qu'il faut noter que les racines en général, tous les types de racines, ont un géotropisme positif, c'est-à-dire que la croissance de la racine suit le sens de la pesanteur, c'est-à-dire qu'ils suivent le sens de la gravité, vers le bas. La croissance des racines s'effectue vers le bas du sol. Au contraire, vers le fond du sol. Au contraire, tous les autres types de racines, au contraire de tous les autres types de racines, les racines pneumatophores ont cette fois-ci un géotropisme négatif, c'est-à-dire la croissance des racines pneumatophores s'effectue dans le sens opposé de la gravité, c'est-à-dire croissance de la racine vers le haut, comme vous voyez dans la figure. La croissance s'effectue vers le haut et non pas vers le bas. C'est ce qu'on appelle un géotropisme négatif. Et donc maintenant, on va passer à vérifier les différentes propositions. Alors, proposition A. Les racines pneumatophores sont adaptées à la vie terrestre. Alors, comme j'ai dit dans la définition du départ, que les racines pneumatophores sont adaptées à la vie dans les milieux aquatiques et non pas dans les milieux terrestres. Donc, cette proposition est fausse. Ensuite, proposition B. Les racines pneumatophores possèdent un géotropisme négatif. Et donc, c'est vrai, comme je viens d'expliquer tout à l'heure, dans la définition, que la majorité des racines ont un géotropisme positif, à l'exception des racines pneumatophores qui ont un géotropisme négatif, c'est-à-dire la croissance s'effectue dans le sens contraire, dans le sens opposé de la gravité, dans le sens opposé de gravité, c'est-à-dire vers le haut, vers le ciel. La croissance s'effectue vers le ciel. Ensuite, proposition C. Les racines pneumatophores sont appelées aussi des racines contreforts. Alors, c'est complètement faux, puisque les racines contreforts sont un autre type de racines aériennes de forme ailée qui joue le rôle de soutien, qui sert à porter la plante, comme vous voyez dans l'image. Ce type de racines contreforts, on peut le trouver chez les grands arbres, comme vous voyez dans l'image. Donc, les racines pneumatophores sont un type et les racines contreforts sont un autre type de racines. Donc, cette proposition est complètement fausse. Ensuite, proposition D. Les racines pneumatophores sont des racines secondaires. Alors, c'est vrai, puisque les racines pneumatophores sont de type fasciculé. Et pour ce type de racines, on note seulement la présence des racines secondaires. Il n'y a pas la présence de la racine principale, comme vous voyez dans l'image. Donc, cette proposition est juste. Avec aussi la dernière proposition qui dit que les racines pneumatophores sont des racines fasciculées. Donc, j'ai déjà répondu sur cette question. Les racines pneumatophores sont des racines fasciculées. Fasciculées, c'est-à-dire des racines qui sont représentées seulement par des racines secondaires. On note l'absence des racines du racine principale. Donc, les propositions justes pour cette question sont les propositions B, D et E. Ensuite, on passe à la quatrième question. L'archégon est. Proposition A. Le gamétophyte femelle des cormophytes. B. Le gamétange femelle des cormophytes. C. Renferme un unique gamète femelle. D. Libère le gamète femelle à maturité. E. Renferme plusieurs gamètes femelles. Alors, cette question concerne l'archégon. Premièrement, on peut définir l'archégon comme étant le gamétange femelle des cormophytes, comme vous voyez dans l'image. L'archégon contient le seul gamète femelle qui est appelé l'oosphère. Alors, première proposition est notée. L'archégon est le gamétophyte femelle des cormophytes. Donc, c'est automatiquement fausse, puisque l'archégon est le gamétange femelle et non pas le gamétophyte femelle. Bien évidemment, des cormophytes. Donc, première proposition est fausse. Ensuite, deuxième proposition. L'archégon est le gamétange femelle des cormophytes. Alors, c'est vrai, puisque comme j'ai dit dans le départ, que l'archégon est le gamétange femelle de tous les cormophytes, à savoir bryophytes, ptéridophytes, angiospermes et gymnospermes.
du coup, sont appelés les archégoniates. Les cormophytes sont appelés aussi les archégoniates, c'est-à-dire les plantes qui contiennent de l'archégon, qui est le gamétange femelle. Donc, vous cochez la proposition B. Après, on passe à la proposition C. L'archégon renferme un unique gamète femelle. Alors, c'est vrai, puisque comme j'ai dit que l'archégon contient l'oosphère qui est le seul gamète femelle. Donc, vous cochez cette proposition C. Ensuite, proposition D. L'archégon libère le gamète femelle à maturité. Qu'est-ce que vous pensez? Alors, c'est faux, puisque le gamète femelle est immobile, ne bouge pas, ne se libère pas, il reste à l'intérieur de l'archégon. C'est le gamète mâle qui se déplace vers le gamète femelle, soit à l'aide de l'eau, ou bien de l'air, ou bien du vent, ou bien des insectes, etc., etc. Donc le gamète femelle ne se déplace plus et par conséquent, cette proposition est fausse. Ensuite, proposition E, dernière proposition, l'archégon renferme plusieurs gamètes femelles. Alors c'est faux, puisqu'on a déjà dit que l'archégon contient un seul gamète femelle qui est l'oosphère. Donc deux propositions justes, B et C. Et on passe à la 5e question. Les gamétanges mâles sont des A. Organes reproducteurs chez les cormophytes, B. Organes reproducteurs chez les talophytes, C. Organes reproducteurs produits par un sporophyte, D. Organes reproducteurs qui produisent des spores, E. Organes reproducteurs appelés entéridies. Alors, comme toujours, on va définir qu'est-ce que c'est qu'un gamétange mâle. Alors, le gamétange mâle, cette fois-ci, est un organe reproducteur mâle chez les cormophytes, appelé aussi entéridie. Il permet de libérer les gamètes mâles qui sont appelés les entérozoïdes. Alors, première proposition, les gamétanges mâles sont des organes reproducteurs chez les cormophytes. Alors, c'est puisque, comme j'ai dit dans le départ, le gamétange mâle est l'organe reproducteur mâle de tous les cormophytes, savoir bryophytes, ptéridophytes, gymnospermes et angiospermes. Comme la question précédente, le gamétange femelle est l'organe reproducteur femelle de tous les cormophytes. Cette fois-ci, le gamétange mâle est l'organe reproducteur de tous les cormophytes. Il faut noter une notion que le gamétange est bien individualisé chez les bryophytes et les ptéridophytes, tandis qu'il est bien réduit, qu'il est très réduit chez les angiospermes et les gymnospermes. Donc, vous cochez cette proposition A. Proposition A est vraie. Ensuite, proposition B. Les gamétanges mâles sont des organes reproducteurs chez les talophytes. Bien évidemment, c'est faux, puisque ce sont des organes reproducteurs chez les cormophytes et non pas chez les talophytes. Pour certains talophytes, on note le gamétocyste. Pour d'autres talophytes, il y a d'autres structures reproducteurs. J'ai déjà expliqué ça dans le vidéo du cours Biologie végétale, chapitre des talophytes. Donc, cette deuxième proposition est fausse. Ensuite, proposition C. Les gamétanges mâles sont des organes reproducteurs produits par un sporophyte. Qu'est-ce que vous pensez? Alors, bien évidemment, c'est faux, puisque les gamétanges sont des organes produits par le gamétophyte. Le sporophyte produit le sporange. Donc, cette proposition est fausse. Ensuite, proposition D. Les gamétanges mâles sont des organes reproducteurs qui produisent des spores. C'est automatiquement fausse, puisque le gamétange mâle produit les gamètes. Par contre, le sporange produit les spores. Ensuite, proposition E. Les gamétanges mâles sont des organes reproducteurs appelés entéridies. Alors, c'est vrai, puisque comme j'ai bien expliqué dans la définition des gamétanges mâles, il est aussi appelé entéridie. Donc, on a deux propositions justes, A et E. Alors, je vais m'arrêter là pour que la vidéo ne soit pas trop longue, même si j'explique rapidement. On est déjà dans la 18e minute. Je vais faire une deuxième vidéo pour expliquer le reste du question. Donc, à tout à l'heure. N'hésitez pas à cliquer sur like, subscribe et au revoir.